Hello et bienvenue sur Bebop FM, le podcast du journal Bebop. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Émilie, globe-trotteuse hors pair et grande amoureuse de la biodiversité qu'héberge notre planète. Entre stage à l'international et Tour de France en van à la rencontre des associations qui œuvrent pour la conservation, en passant par une année sabbatique aux couleurs indonésiennes, et surtout, par une passion et une énergie à toute épreuve, j'espère que tu pourras trouver de quoi te passionner et t'inspirer. Un immense merci une dernière fois à Émilie pour son temps, sa générosité, ses conseils et pour s'être prêtée au jeu. Si tu veux en découvrir davantage sur son univers, parce que non, 35 minutes d'épisode ne suffisent pas, je te conseille très fortement de faire un tour sur ces différentes plateformes, elles sont toutes listées dans la description. Voilà, je crois que j'ai tout dit, au risque de me répéter. Bienvenue sur Bebop FM, le podcast du journal Bebop. N'oublie pas de nous suivre sur Instagram, je te souhaite une excellente écoute et on se dit à très vite. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci beaucoup pour ton temps et merci beaucoup de passer par ici. Je te laisse te présenter de la façon dont tu souhaites. Déjà, merci de t'être déplacée pour me rencontrer et faire ce podcast. Avec plaisir. Je m'appelle Émilie Priou, j'ai 24 ans et je suis en train de terminer mes études en master de politique environnementale. Et en fait, avant ça, tout ce que j'ai fait, c'était drivé par la même envie d'avoir un impact positif sur la préservation des animaux sauvages. Et du coup, pour remonter un peu le temps, après que j'ai eu mon bac, je suis partie faire une année sabbatique pendant laquelle j'ai travaillé pour une association qui s'appelle Aider les ours pendant 6 mois, bénévolement. J'ai fait 3 mois à Paris pendant lesquels j'ai travaillé plus sur l'aspect administratif, où j'ai aidé la personne qui a monté cette association à améliorer sa communication sur les réseaux sociaux et à traduire ses sites internet. Puis je suis partie 3 mois sur place, donc en Indonésie, à Bornéo, avec les ours, pour améliorer le quotidien et les conditions de vie des ours captifs qui sont sauvés du trafic en Indonésie. Et donc ça, c'est parti du fait que j'avais déjà depuis quelques années très envie de m'investir pour la protection des animaux, mais que avant d'être majeure, c'est très compliqué. Je regardais un peu pour faire des volontariats, etc. Mais c'était tout le temps des sommes super chères et très compliquées quand on n'était pas majeur. Donc à partir du moment où j'ai eu 18 ans, où j'ai eu mon bac, je voulais absolument faire ça. Et surtout qu'en plus, j'avais pas trouvé d'études qui me plaisaient en France. En tout cas, j'avais mal été informée. Et après, cette passion-là m'a suivie, même si cette expérience avec les ours était assez dure. J'ai pas abandonné, je l'ai fait. Et après, j'ai enchaîné avec des études en Angleterre, pour le coup, qui étaient donc Wildlife Conservation, donc la conservation de la faune et de la flore sauvage. À Liverpool. À Liverpool, exactement. Pendant 3 ans. Et en fait, à chacun de mes étés, j'ai fait des expériences de terrain. Donc, je suis partie la première année en Malaisie, avec une association qui s'appelle Langtenga Turtle Watch, donc pour la protection des tortues marines, mais plus spécifiquement des œufs en fait, parce que sur place, les locaux avaient le droit de les vendre pour les manger. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on rachetait les œufs avant qu'ils arrivent sur le marché et on les remettait dans le sable pour les faire éclore, les aider à éclore, ou leur permettre tout simplement d'éclore. C'est ça. Et de relâcher les bébés dans la mer. Et mon deuxième été, je suis partie en Corse. Donc c'est un peu mon île natale en vrai, parce que j'ai été depuis que je suis toute petite là-bas tous les étés. Et c'est en Corse que j'ai fait une mission environnementale qui s'appelle Corsicaire. Donc c'est l'association qui s'appelle Mare Vivou. Et avec cet asso, on a fait pendant 1 mois un tour de Corse en trimaran, à pédale et à voile. Il n'y avait pas beaucoup de vent, donc on a vraiment beaucoup pédalé. C'était fatigant, mais c'était vraiment super. Je la recommande à tout le monde. Pour le coup, c'est gratuit, c'est une ambiance dynamique, t'es que entre jeunes, chacun a ses responsabilités, t'avances ensemble et c'est vraiment un sentiment génial de faire ça. Et en fait, pendant cette expérience-là, moi j'ai récupéré des données aussi pour ma thèse de fin d'année, que j'ai fait du coup. J'ai fait une étude scientifique sur la distribution et l'abondance de plastique qui flotte en Méditerranée, ou en tout cas autour de la Corse. Et après, 3e année, c'était le Covid, donc j'ai pas fait d'expérience cet été-là, mais j'ai fait une formation de droit de l'animal
À distance du coup, enfin À en ligne. distance, ouais. Bah, c'était censé être dans l'université d'Aix-Marseille pendant 2 semaines, et au final, ça s'est fait en ligne. C'était très intéressant, c'était dommage de ne pas le faire en vrai, C'est ça. mais j'ai quand même beaucoup appris. Donc ça aussi, je le recommande, franchement. Après, c'est plus une formation, je l'ai fait pour moi, je ne l'ai pas fait dans l'objectif de devenir juriste ou de travailler dans le droit, parce que je prétends pas savoir assez le droit pour faire ça. C'est pour avoir un plus pour toi, pas forcément... Pour mieux connaître les rouages, en fait. Pour mieux comprendre comment est vu l'animal aux yeux de la loi, en fait. Parce qu'après mon diplôme de sciences, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était des cours très intéressants, que vous avez sûrement d'ailleurs en BOP. J'ai énormément aimé, mais j'en suis ressortie un peu en me disant, bon, bah, au final, les recherches scientifiques, qui en lit? Parce qu'en fait, je me suis lancée là-dedans. À part les biologistes. Voilà. Et encore, en fait, quand je me suis lancée, je connaissais pas du tout le monde scientifique. Je savais pas du tout qu'il y avait des études scientifiques qui étaient disponibles en ligne et tout. Donc j'ai découvert ça et je trouve ça hyper intéressant. Ça m'a vachement aidé aussi à rechercher la source des informations à chaque fois. Exactement. Mais bon, j'ai pris conscience qu'en fait c'était un monde, quand on le voit même aujourd'hui avec les politiques, les études scientifiques et les scientifiques en général sont écoutés, mais bon, pas beaucoup. Parce qu'il le faut. Voilà, c'est plus pour la façade. Après, c'est pas vraiment appliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a un monde entre les chercheurs qui font on sait jamais trop quoi dans le laboratoire finalement, puisque je ne sais pas si c'est très mainstream de savoir justement l'existence des papers, comme on dit, des études, des productions scientifiques rédigées. Et toi justement, à travers tes contenus, tu fais un peu intermède, traduction pour le grand public, de pas mal de contenus avérés et renseignés scientifiquement, en le mettant sous forme de petits jeux, de choses dynamiques et interactives. D'où est-ce que ça te vient? Pourquoi tu t'es dit cette connaissance, elle est là où elle est, dans la forme dans laquelle elle est, ce serait bien de la transmettre justement au grand public, puisqu'elle aurait pu rester là où elle est, dans la forme dans laquelle elle est, ce qui est le cas dans la plupart des situations finalement, puisque sinon, encore une fois, l'opinion publique serait tout à fait au courant qu'il existe ces ressources. Donc d'où ça vient? C'est vrai qu'en même temps qu'on parle, là, je me rends compte que... Enfin, je fais le lien entre le fait que ma première année... Ouais, non, mais c'est vrai, mais j'avais pas vraiment fait le lien entre le fait que je fais un peu de la vulgarisation scientifique et le fait que, oui, j'ai fait cette réalisation quand j'étais en études scientifiques, de me dire, ah oui, personne connaît, enfin en tout cas, moi je connaissais pas alors que je me suis lancée là-dedans, donc j'imagine qu'il y a plein de gens qui savent pas que ça existe. D'où ça m'est venu? Je pense que c'est le fait aussi que ma vision des choses, c'est qu'on protège ce qu'on connaît. On protège ce qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît. Et du coup, ça part d'une volonté de faire connaître et de faire savoir, tout simplement, je pense, et de rendre accessible l'information. C'est aussi ce que je fais là plus récemment sur tout ce qui est conseils d'orientation, etc. C'est rendre accessible l'information qui ne l'était pas pour moi, en tout cas que je ne l'avais pas trouvée à l'époque. Et la rendre accessible pour en fait agrandir cette famille, cette communauté de gens qui s'engagent pour la biodiversité, parce que je pense qu'on est très nombreux et je pense qu'on est encore plus nombreux quand on est plus jeune, et qu'au fil des années et des études on peut être découragé parce que mal informé, ou tout simplement découragé par ses proches, avec des phrases comme c'est pas des vrais métiers, ou tu pourras pas en vivre, ou il y a plein de... Oui, il y a plein de métiers en fait qui sont pas stables, surtout pour nos générations en vrai. Le monde du travail est en révolution complète, donc c'est ça. Moi je pars du principe que c'est tellement d'actualité et c'est tellement en fait vital que c'est bête de décourager des gens qui veulent participer à ça. Et du coup moi je prends vraiment beaucoup à cœur d'aider tous ceux qui viennent m'envoyer des messages, pour essayer de les orienter comme je peux, de leur donner mes conseils, tout en sachant que j'ai pas la science infuse, évidemment. Donc ouais, je pense que cette volonté de partager, ça me vient juste du fait que je vois un potentiel dans cette force de travail qui est trop délaissée. Et moi aussi, et c'est surtout très émotionnel, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup galéré,
mais j'avais la chance d'être... mes parents m'ont toujours supportée. Et je me dis, si moi j'ai galéré, autant je donne mes conseils pour que d'autres galèrent moins, tout simplement, quoi. Donc voilà. Et donc après cette formation de droit, j'ai commencé donc mon master dans lequel je suis là. Et je finis seulement maintenant, enfin il me reste un semestre, parce que j'ai fait une année de césure, pendant laquelle j'ai fait 2 stages, et cette fois-ci c'était plus des stages... 3 stages en fait. J'ai fait 2 stages en bureau, donc dans des associations encore. J'ai travaillé qu'en association en fait. Et quand j'avais commencé Sciences Po d'ailleurs, du coup mon master est à Sciences Po. Quand j'avais commencé, je réfléchissais un peu peut-être aller dans des institutions politiques ou enfin autre chose que des ONG, quoi, peut-être des OIG, organisations intergouvernementales ou autres. Mais en fait, je suis pas sûre que ça me convienne, leur fonctionnement. Donc que en asso, et donc j'ai travaillé avec Surfrider sur le plastique et WWF sur le trafic des espèces sauvages. Et j'ai été aussi partie de 2 mois en Tanzanie avec les requins-baleines. Très bonne chose finalement. Pas beaucoup d'aventures. Et donc justement tu parlais d'instabilité, etc. Quelque chose qui n'a pas l'air de te faire peur. Comment on tapisse, entre guillemets, comment on installe un filet de sécurité par rapport à toutes ces aventures, ou est-ce qu'on y va sans comment tu te positionnes vis-à-vis de tes appréhensions, ou peut-être que c'est ta personnalité qui matche avec ça. Est-ce que tu parlais de croire en le potentiel de cette force de travail qui est un peu dans l'ombre. Est-ce que tu penses que oui, effectivement, en mettant de la lumière dessus, etc., c'est accessible vraiment pour tout le monde, ou est-ce que tu penses que ça reste une niche un peu fermée? Pour ce qui est des expériences de terrain à l'étranger, je pense que c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde et qui du coup ramène pas mal de gens qui veulent travailler là-dedans. Après moi je pense que c'est important, et c'est ce que j'essaie de faire aussi quand je réponds aux messages des personnes qui me contactent. Ce qui est important, c'est de montrer que la conservation, c'est pas que ça en fait. C'est tellement large et ça englobe tellement de métiers différents, de savoir-faire différents. Tu peux participer à la conservation en étant communicant, comme toi tu le fais avec tes podcasts, ou moi je le fais avec mes vidéos, mais tu peux aussi l'être donc en étant scientifique, en faisant des recherches. Tu peux l'être en étant plus politique, en faisant du plaidoyer pour élever ces sujets-là sur l'agenda politique et faire changer les choses. Donc en fait, il y a tellement de différentes études qui peuvent amener à cette branche-là que oui, cette vision de la conservation très sur le terrain, moi je pense que c'est super bien je le recommande à tout le monde, parce que c'est aussi d'être avec les animaux et de les voir qui fait toujours vibrer en fait cette envie de les protéger, parce que je pense que c'est des expériences d'interaction avec les animaux qui créent cet amour profond et cette empathie qui fait que on veut dédier nos vies à leur protection, je pense. En tout cas pour ma part c'est ça. Mais c'est pas nécessaire, et c'est vrai que c'est un peu comment dire, c'est pas représentatif, et je pense que c'est pas une bonne chose que de vouloir que tout le monde aille à l'étranger travailler avec les animaux, parce qu'au final ce qu'on veut c'est les protéger, et les protéger au mieux c'est éviter l'interaction avec l'humain tout simplement. Pour pas que ça devienne contre-productif. Voilà, donc c'est un entre-deux à voir. Après oui, il n'y a pas besoin d'aller loin pour aider les animaux, et c'est sûr qu'il faut oublier cette image d'interaction directe avec l'animal pour l'aider. Donc il y a des moments où c'est le cas, moi parce que ça a été le cas avec les ours, mais parce que ça cache une triste réalité qu'ils étaient captifs et que malheureusement ils ne pouvaient pas être relâchés dans la nature. Mais il y a plein d'associations en France du coup qui te permettent de pas alourdir ton bilan carbone, et qui participent à la conservation des espèces. C'est des espèces moins impressionnantes, moins exotiques, mais il y en a des animaux, et c'est ce que j'ai pu voir pendant mon tour de France. Donc oui, j'ai fait ça aussi pendant mon tour. C'est ça, t'as mis un peu une sorte de point final après la partie master, etc., vision, mais tu sors d'un tour de France, 1 mois et demi, c'est ça? Un gros mois, 1 mois, ouais.
J'ai fait un mois et je suis allée voir, je crois, environ 14 ou peut-être 12 associations que j'ai vues pendant quelques heures seulement. J'ai pas travaillé pour eux bénévolement, mais je les ai accompagnés dans leur projecteur. Voilà, je les ai accompagnés pour parler de leur métier, de leur association, de la cause qu'ils essayent de défendre. Et c'était super. Et d'ailleurs, tout ça, en fait, c'était dans l'objectif de donc, filmer, faire des reportages et le partager sur mes réseaux sociaux. Donc Instagram, TikTok et YouTube, pour justement aider les jeunes qui veulent se lancer dans ces branches-là. Et donc du coup, c'est un petit peu en lien avec ce que tu viens de dire, le fait qu'on n'a pas forcément besoin d'aller super loin pour prendre part au mouvement, si je puis dire, ou tout simplement réaliser qu'il y a des voies et des moyens de participer à la conservation. Est-ce que c'était dans tes idées prioritaires de vraiment mettre en lumière notre France française? Est-ce que tu te vois faire des tours de Belgique, d'Europe, d'autres continents ou pays? Ou est-ce que vraiment le Tour de France pour toi c'était une sorte de finalité, pas dans ce que tu veux entreprendre de manière générale dans tous tes projets, mais dans la conservation plus locale? Oui, c'était 100% pour en fait, ça part toujours de quelque chose que moi je veux découvrir. Donc, vu que j'étais partie, comme j'ai pu le dire, dans pas mal de pays, j'ai voulu, moi aussi, après le Covid, après tout ça, et puis je suis à un âge où aussi, je me recherche, je me demande où est-ce que je veux vivre, quel métier je veux faire, etc. Donc, c'est parti vraiment d'une envie de découvrir la France, et donc de faire découvrir la France et sa faune. Mais oui, ça me botterait bien de partir dans d'autres régions du monde pour faire pareil et pour mettre en lumière des associations, des problèmes liés à l'exploitation animale ou des choses comme ça. Et puis ça va aussi en lien avec du coup ce que je suis en train aussi de créer qui serait une sorte de plateforme qui faciliterait justement la mise en contact entre les associations et cette force de travail, donc les jeunes et étudiants. Voilà, exactement. Ce dont tu as ressenti le manque. Ouais, c'est faisable sans, parce que je l'ai fait, il y en a plein qui le font, mais je rêve d'un outil qui facilite justement cette prise de contact pour juste tout simplement augmenter le nombre de personnes qui participent à ça, quoi. Et justement, vis-à-vis de cette démarche, elle part de toi, de ton envie de partager encore une fois, de mettre la lumière, on en revient toujours là, sur la conservation, sur ce domaine-là et sur finalement nos animaux. Est-ce que tu ressens beaucoup de demandes et dans le même temps beaucoup d'offres, ou est-ce qu'il y a des freins qui viennent déjà de cette base-là? C'est-à-dire, est-ce que quand tu imagines ton outil, que tu modéliserais, on dira ça comme ça, est-ce que les difficultés dans ta tête sont plus entrepreneuriales, financières, peut-être comment distribuer cet outil, ou est-ce que de temps en temps il y a un peu, pas des conflits d'intérêts, mais des refus, ou est-ce que toutes les personnes que tu contacterais, donc du monde professionnel, sont tout à fait ouvertes et se disent ah mais oui c'est vrai, des fois on se rend compte qu'il y a des demandes d'un côté qui n'aboutissent pas, est-ce que le manque, il y a seulement toi qui le remarques, ou est-ce que dans les personnes avec qui tu as pu discuter, tu te rends compte qu'effectivement ça a vraiment un sens et que cet outil serait bénéfique non pas seulement aux étudiants mais aussi aux professionnels? Oui, 100%, parce que les associations en fait fonctionnent majoritairement grâce aux bénévoles. En fait, c'est triste, hein, mais il y a peu de place en tant que salarié, donc quand on va chercher du travail, si on veut travailler en associatif, ça va être compliqué, mais c'est pas infaisable, et toutes les personnes que j'ai rencontrées le prouvent. Il y en avait que j'ai rencontrés qui étaient eux-mêmes bénévoles, qui ont créé leur structure, leur association, etc. Mais oui, à plusieurs reprises. De toute manière, le fait qu'ils aient accepté de me rencontrer et de se laisser filmer, ça prouve qu'ils trouvent que la démarche est intéressante. C'est ça. Et à plusieurs reprises, on a pu me dire que, en effet, il manque des bénévoles, que oui, les bénévoles sont nécessaires, et que, en fait, je pense que c'est... Moi, je l'ai même vu quand j'ai monté mon projet, quand j'ai recherché les associations. C'est pas évident, en fait, de trouver des associations en France. Ça demande du temps, de la recherche sur Internet.
c'est tout à fait faisable, mais souvent l'information est complètement noyée dans la masse d'internet, quoi. Donc, oui, je pense, en tout cas j'espère que ça sera bénéfique pour les deux côtés. Ouais, voilà. En tout cas, un bon outil qui existe déjà avant tout pour commencer, c'est ton compte Instagram. Notamment récemment, tu as vraiment pas mal partagé, justement pendant ton tour de France, des propositions, des suggestions et des histoires de parcours des acteurs que tu as rencontrés. Donc déjà voilà pour commencer. Ensuite, effectivement, les associations peuvent être assez difficiles à trouver, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour des étudiants comme nous, si je puis dire, qui recherchent des stages d'utiliser? Je crois que tu avais parlé d'un site. Bah oui, comme tu l'as dit, déjà, vous pouvez contacter les associations que j'ai rencontrées. Donc, j'en parle sur mes plateformes de réseaux sociaux. Sinon aussi, il y a quelque chose que je trouve important de... Enfin, j'ai profité du micro et de cette prise de parole pour en parler, c'est les centres de soins ou centres de sauvegarde de la faune sauvage. En fait, je sais pas si vous connaissez, mais... La Soptom, du coup. Voilà. Entre autres. Voilà. En fait, il y en a plein, il y en a plus d'une centaine en France. Et c'est des centres qui, du coup, sont les seuls établissements dans lesquels la faune sauvage est soignée pour être ensuite relâchée. Donc toute personne qui va trouver, par exemple, un pigeon ou un hérisson qui est mal en point, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est appeler donc, un centre de soins. Il existe un site internet qui regroupe, donc c'est le réseau des centres de soins, pour faciliter justement cette prise de contact, pour trouver le centre de soins le plus proche de soi, etc. Mais je trouve que c'est important d'en parler parce que ces centres de soins sont 100% associatifs. Et en France, ils ne sont pas du tout aidés malheureusement. Donc je pense qu'il faut aider à faire du bruit pour eux parce qu'ils sont nécessaires en fait. Sans eux, donc la faune sauvage n'est pas soignée parce que si on amène un animal sauvage à un centre vétérinaire, il ne pourra pas le prendre en charge, quoi. Donc eux sont toujours très demandeurs d'aide, bénévoles, services civiques et stages. Les stages, j'ai l'impression que c'est plutôt des stages assez courts parce qu'ils ne peuvent pas rémunérer. Je pense qu'il doit y avoir des exceptions, à vous de faire vos recherches. Mais en tout cas, ça c'est des bons endroits pour trouver des expériences, des associations. Et après, il y avait un site, Conservation Careers, donc ça c'est peut-être plus pour ceux qui veulent aller à l'étranger. C'est un site qui a pas mal de défauts parce que, déjà il y a un accès payant, mais si tu payes pas, comme moi je paye pas, tu peux avoir accès à pas mal d'offres. En fait, ce qui est intéressant, c'est de surtout aller faire ses propres recherches à partir de ce site. Donc c'est de regarder quelles associations, quelles structures postent des offres. Faut faire attention évidemment à toutes les offres qui sont genre des expéditions ou du éco-tourisme, machin. Parce que c'est pas des vraies expériences et ils te demandent de payer cher. Mais parfois il y a des vraies offres de vraies associations. Et du coup, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'aller faire des recherches sur l'association et de les contacter en solo, quoi. D'aller trouver l'adresse email sur le site internet et de les contacter. Et moi, du coup, ce que je conseille généralement pour ne pas tomber dans ces structures d'éco-tourisme et des stages payants, donc c'est d'envoyer un email en exprimant ses compétences, sa motivation, sa disponibilité et en proposant tout simplement un échange de bon intérêt, quoi. C'est du travail contre un logement et de la nourriture. Ça peut être du travail plus tel skills que tu as, comme moi j'ai pu mettre en avant le fait que je savais faire de la vidéo, je pouvais m'occuper des réseaux sociaux. En fait, une association elle a besoin de compétences hyper variées, même si tu es quelqu'un qui est très fort en finance, il y a des associations qui seraient preneurs pour les aider au niveau de la finance. Donc faut vraiment faut se vendre en fait, et tu vas te prendre plein de refus en vrai, mais ça va aussi marcher. Et du coup, il faut une certaine flexibilité et capacité, volonté de partir un peu n'importe où. Parce que si tu vas absolument partir dans tel pays, sur telle espèce, ça va être bien plus compliqué pour trouver une expérience. Donc tu encourages à fond la candidature spontanée et qui ne tente rien à rien. Voilà, exactement. Et tu en as aussi beaucoup parlé via ton contenu. Et encore une fois, question classique, d'où est-ce que ça te vient ? Tu parles de persévérance qui
qui évidemment s'est construite ou tout du moins renforcée au fur et à mesure de tes stages, mais tu devais bien en avoir un minimum au début, ne serait-ce que pour imaginer le quart de tes projets. Est-ce que ça devient des cours? La réponse est je suppose non. Surtout que tu as commencé par une année sabbatique du coup. Mais ça fait partie des choses qu'on emporte avec soi en voyage, en stage, dans la vie, dans la conservation de manière générale. Comment on construit ça? Si jamais les cours ou la théorie ne nous permettent pas de l'acquérir. Ben, je pense qu'en effet, c'est des traits de personnalité, mais je crois à 100% que le cerveau est très malléable. Donc même si on est quelqu'un qui n'est pas très confiant en ses projets, etc., ça peut se travailler. C'est une amie à moi qui dit que l'audace, c'est un muscle, et je trouve ça très smart. Moi, d'où ça me vient, je pense que ça part d'un sentiment assez peut-être négatif, ça part d'un sentiment d'urgence en fait, que j'ai pris conscience quand j'étais plus jeune, ce qui m'a amené à travailler dans ce domaine-là, où je me suis rendu compte que la biodiversité s'effondrait, et ça m'a fait peur et ça m'a rendu très triste. Donc je pense que c'est des émotions de base très basiques, très grégaires, qui m'ont amené à faire tout ça, en me disant tout simplement, en fait, si je suis là, il faut que je participe, faut que j'essaye d'avoir de l'impact positif, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de trouver du sens dans ce qu'elle fait. Donc ça part de là. Après, pour croire en ces projets, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que si t'y crois pas toi, personne n'y croit. Et même quand toi t'y crois, évidemment il y en a qui n'y croiront pas, mais en tous les cas il faut se lancer, il faut le faire. Et je trouve aussi que de faire vivre ces projets avant qu'ils soient même réalisés, ça aide. En fait, c'est un peu ce truc de manifester, où en fait, plus t'en parles de tes idées, de tes projets, et même si ça évolue au fur et à mesure, il faut pas se juger et se dire ah mince, j'ai pas fait cette chose que j'avais dit que je ferais ou quoi, parce que finalement, tu fais les choses pour toi et pas pour les autres. Et ce que je veux dire par là, c'est que en parler, ça te fait te visualiser aussi dans ce que tu vas faire. Et je trouve que ça aide pour réaliser des projets, tout simplement. Merci pour ce conseil. Toujours dans un petit peu une partie conseil, mais un petit peu moins philosophique. Comment on fait concrètement pour aborder le terrain? Comment ça pour aborder le terrain? Matériellement, logistiquement. Ok. Je pense qu'il faut s'informer. Après, voyager aujourd'hui, c'est vraiment à la portée de tous, je trouve. T'arrives à l'aéroport, tu t'achètes une puce, t'as ton téléphone, et quand t'as ton téléphone, t'as tout à portée de main. Donc faut vraiment pas avoir peur de voyager seul ou accompagné, mais en tout cas c'est très faisable et accessible à tous. Comment on appréhende le terrain? Je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai pas mal voyagé quand j'étais petite. Donc ce que je dirais à ceux qui sont peut-être moins habitués, c'est pas trop réfléchir en fait. Pas trop réfléchir, faut apporter les bonnes affaires. Si tu pars sur les tropiques, il faut prendre des vêtements à manches longues pour éviter de se faire bouffer par les moustiques. Il faut prendre des vêtements plutôt souples parce qu'il fait très humide, donc tu vas beaucoup transpirer. Il faut prévoir adéquatement tes tenues. Mais après, à partir du moment où tu as un contact sur place avec une association qui t'accueille, il faut se laisser porter, je pense. J'ai pas trop de conseils spécifiques. Le terrain, en fait, c'est juste le travail, mais pas chez toi, quoi, finalement. Donc, c'est assez marrant parce que c'est justement une partie qui est souvent appréhendée, pour le coup. Ou si non appréhendée, toujours conséquente dans l'esprit, de se dire ça y est, on est sur la réelle réalité, face à face, si je puis dire, avec la raison pour laquelle on est là. Les papiers aussi, la paperasse, ça fait souvent peur, mais le terrain, ça reste une chose
une chose importante. Et donc finalement, pour toi, c'est juste la partie plaisir, l'aboutissement un peu, une fois que tu as franchi ces barrières géographiques, linguistiques aussi, tu parles anglais couramment, si je ne dis pas de bêtises, avec Liverpool, et administrative. Pour toi, c'est zéro obstacle. Bah, en fait, du coup, je pense à des conseils là. Je sais que moi, ce que je fais avant de partir, bah, c'est vrai que, c'est vrai ce que tu dis sur une fois que je suis arrivée, bah, en fait, c'est bon, j'y suis. Et maintenant, c'est la partie, je m'investis, j'ai de l'impact. En fait, ce qui est agréable quand tu es sur le terrain, c'est que ton impact, tu le ressens parce que tous les jours, tu es là. Tu peux le concevoir. Voilà, tu vois ce que tu fais, tu vois l'environnement, tu es dans la nature. Et puis, c'est des environnements dans lesquels moi, je me sens très bien. En comparant ça avec du travail de bureau où tu as peut-être globalement un impact plus grand si tu travailles un peu au niveau plaidoyer, etc. Mais c'est pas du tout de l'impact palpable en fait. Donc psychologiquement c'est beaucoup plus dur je trouve. Mais par rapport au terrain, je conseille aussi de contacter sur internet des gens qui ont été dans ces associations. C'est facile à trouver. Des retours d'expérience. Ouais, contacter sur Instagram ou LinkedIn des gens qui ont déjà été bénévoles dans l'association dans laquelle tu vas te lancer ou des choses comme ça pour avoir un peu une idée de comment tu vas être logé, de comment sont les personnes de l'association. Parce que on peut avoir des mauvaises surprises. Parce qu'effectivement, quand tu pars à l'autre bout du monde, travailler bénévolement, tu sais pas trop à quoi t'attendre, quoi. Donc il y a toujours un risque et il faut l'accepter. Que ton expérience sera pas forcément comme tu l'imaginais. Donc ça peut être dur, et moi ça a été le cas quand j'étais en Tanzanie, où en fait mon supérieur était vraiment... On a parlé, il me semble aussi. Ouais, c'est un manager qui manageait par la peur en fait. Comme tu peux en trouver dans des travaux, dans les bureaux, hein, ça existe partout. Mais effectivement, quand tu te rends à l'autre bout du monde et que tu te retrouves dans une situation comme ça, c'est un peu délicat. Après, il faut pas... je sais que moi, quand je suis arrivée et que ça a été dur, je me suis laissée cette porte ouverte de me dire, mais en fait, si c'est insupportable, je rentrerai. Parce que... Et ça sera pas un échec, ce sera plus la préservation personnelle, quoi. Si t'es là pour aider, t'as pas besoin de subir quelque chose de horrible. Psychologiquement pour avoir un impact positif, quoi. C'est pas le but. Donc ouais, contacter des gens sur les réseaux, généralement ils répondent et ouais, c'est tout. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que pour boucler la boucle, tu aurais un mot de fin particulier, une phrase dans une autre langue que tu aurais entendue, un souvenir particulier, un peu en mode carte postale, une situation qui t'a vraiment marqué et qui pourrait paraître anodine, dont tu gardes vraiment un souvenir très, très vif, ce que tu veux. Peut-être je peux parler d'un souvenir. Je pense que... Je sais pas si vous voyez... quand tu dis ça, je repense à un moment où j'étais en parfait état de flow avec mon environnement. Je sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent, mais c'est un peu ce sentiment. Ça peut être aussi quand on travaille, par exemple, et que d'un seul coup, on réfléchit plus et tout s'enclenche, tout... Il y a une sorte d'osmose avec son environnement qui se crée. Et moi, je sais que ces moments-là, ils sont très liés à l'environnement que j'ai autour de moi. Et très souvent, c'est quand je suis à côté de la mer ou dans la mer, au coucher de soleil, donc c'est les couleurs de la fin de la journée, le golden hour, et avec de la biodiversité autour de moi. Et c'est des moments qui sont super rares, j'ai 2-3 souvenirs comme ça. Et là, j'en pense à un quand j'étais en Malaisie, où j'étais allée faire du snorkeling à côté de l'île sur laquelle j'étais. Enfin, sur l'île sur laquelle j'étais, et avec des amis, et c'était le coucher du soleil. Au partir du moment où on est parti, on a vu plusieurs tortues en train de brouter les algues sur le fond de sable. Et c'est vraiment un moment... en fait, ces moments-là, je trouve que c'est des moments qui créent des souvenirs tellement marquants, où tu te souviens de tout.
parce que souvent les souvenirs c'est un peu brouillon ce que je raconte parce que c'est très émotionnel je pense, mais ouais, les souvenirs souvent sont un peu flous. Et dans ces moments de flow, c'est vraiment un moment qui crée une image qui reste, je pense, à vie. Euh, et du coup, tout ça pour dire que ouais, la biodiversité, je pense qu'on s'y retrouve tous quand on est dans la nature, on sent qu'il se passe quelque chose entre la nature et soi, quoi. Donc, c'est un peu des moments où tu as l'impression d'avoir un retour sur investissement, si je puis parler de manière un peu ennuyeuse. Une fois que tu as énormément donné, parce que tu donnes beaucoup, et d'ailleurs on ne peut que conseiller aux gens de se rediriger vers tes réseaux, tes plateformes, qu'on listera dans les notes du podcast. Et oui, tu parlais de cet état de flow, c'est un moment où tu peux vraiment allonger le temps d'une certaine façon. Ça revient à ce que tu disais par rapport aux souvenirs vraiment très clairs, très lucides que tu gardes des moments. Et je crois que c'est une bonne conclusion pour rappeler ce qui t'anime et ce qui t'a amené jusqu'ici. Et c'est très beau, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Merci encore pour ton temps, c'était très généreux.